Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À la résistance. Graines de résistance. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 193 0. EAN 9 782 296 551 930. André MESIN. Graines de résistance. L'Harmattan. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot, B.P. Quignot et Desrolands. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Georges Ferreboeuf, Participation citoyenne et ville, 2011. Philippe Cossens, Les Roms, Dignité et accueil, 2011. André Chagnon, Malades et médecins, pour mieux se comprendre, eux et nous, 2011. Philippe Deloire, Et si la France disait oui à l'Europe, 2011. Jean Montagnier et Alain Aquilina, Violence, loi du silence, loi du plus fort, 2011. Dominique Ross, Économie et psychanalyse. Le progrès en question, 2011. Claude Obadia, Les Lumières en berne? Réflexion sur un présent en peine d'avenir, 2011. Levant une Saldi, Le développement vu de Turquie, 2011. Maurice T. Machineau, Cette France qu'on ne peut plus aimer, 2011. Véronique WasyKula, RMI, Vous devez savoir, 2011. Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard, L'impérialisme économique. La visée hégémonique de la Chine, 2011. Louis Romert, Le sursaut. Essai critique social et philosophique, 2011. Jean-Pierre Darré, De l'ère des révolutions à l'émancipation des intelligences, 2011. Jean-Pierre Lefebvre, Pour une sortie de crise positive, articuler la construction autogestionnaire avec le dépérissement de l'État, 2011. Jean-René Fontaine et Jean Levin, Logement aidé en France, comprendre pour décider, 2011. Marqueville, Le Grand Paris 2010. Teurier d'Irénie, Idéologie de construction du territoire 2010. Carlos Antonio Aguirre Roras, Les leçons politiques du néozapatisme mexicain commandé en obéissant 2010. Florence Sanson, Le jungle du chômage 2010. Remerciements. Ce livre n'aurait pas vu le jour sans les conseils et le soutien de mon frère, qui m'a en outre beaucoup aidé dans la phase de relecture et de mise en page. Je suis très reconnaissant aussi à M. Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité, qui sans me connaître, a bien voulu lire une première ébauche du manuscrit et me prodiguer ses encouragements. Je sais gré aux éditions L'Harmattan de m'avoir fait confiance malgré ma totale inexpérience littéraire. Avec certains internautes, nous avons noué sans nous connaître des relations chaleureuses et amicales, fondées sur une espérance commune et quelques convictions partagées. Les réflexions de ce livre sont aussi un peu les leurs. J'ai une pensée pour mes deux parents qui, sans partager mes idées, n'auraient pas désavoué mon entreprise. Je remercie enfin du fond du cœur mon épouse et mes enfants, dont l'affection est le moteur de ma vie. Qu'ils veuillent bien me pardonner les longues heures que je leur ai distraites pour ce qui a pu parfois leur paraître des chimères. Introduction. Qui n'a déjà entendu cette chanson populaire chantée par les orchestres espagnols ou sud-américains, Guantanameja? Dans le premier couplet, le poète cubain José Martí dit « Yo soy un hombre sincero, y antes de morir me quiero echar mi verso del alma », ce qu'on pourrait traduire approximativement par « Je suis un homme sincère, et avant de mourir je veux faire sortir mon chant de mon âme ». J'aime bien cette chanson, sa mélodie entraînante et ses paroles. Sa première strophe correspond un peu à ce que je ressens,
toute proportion gardée. Je ne suis pas poète, et n'ai aucune expérience littéraire. Par ailleurs, mon âge actuel me donne encore une espérance de vie significative. Néanmoins, j'éprouve le besoin d'exprimer aujourd'hui des réflexions sur notre situation politique et sociale qui me semblent préoccupantes. Je mesure le caractère dérisoire voire présomptueux de cette démarche, mais après tout, les seuls combats qu'on est sûr de ne pas gagner sont ceux qu'on ne mène pas. J'ai grandi à l'époque insouciante des 30 Glorieuses, et mes convictions politiques se sont forgées dans les années 70. Elles ont toujours été à gauche. Bien sûr, les rêves de jeunesse se sont heurtés à la dure réalité des débats politiques, à la déception des lendemains qui ne chantaient pas autant qu'espérés, à la complexité mouvante des réalités sociales, aux épreuves de la vie. J'ai néanmoins conservé un attachement profond aux valeurs de paix, de justice et de progrès social. Pendant toute la décennie 80, j'ai beaucoup milité au niveau politique, associatif et syndical. Comme beaucoup, j'ai espéré que la victoire de la gauche en 1981 allait réellement changer la vie. La réalité a été plus nuancée. Malgré d'indéniables progrès politiques et sociaux dans les années 80, abolition de la peine de mort, revenu minimum d'insertion, retraite à 60 ans, 5e semaine de congés payés, décentralisation, droits nouveaux pour les salariés, le tournant de la rigueur en 1983, les affaires et les divisions ont progressivement entamé le crédit de ce pouvoir. La chute du mur de Berlin en 1989 et l'implosion des régimes communistes de l'Est au début des années 1990 ont mis à nu les limites et les faiblesses de régimes politiques parvenus à bout de souffle par défaut de renouvellement idéologique et de démocratie interne. Un bras de fer de 45 ans, connu sous le nom de guerre froide, tournait à l'avantage du camp occidental. On a espéré naïvement alors pendant un temps que cette fin de l'histoire permettrait l'avènement d'un monde plus pacifique, et que la course aux armements ferait place à la lutte contre la faim, le sous-développement et l'épuisement des ressources naturelles. Ce qu'on ne prévoyait pas alors, c'est que dans l'ivresse de leur victoire les vainqueurs allaient promouvoir partout un laisser-faire économique arrogant et sans limite à l'opposé de ces objectifs. On a ainsi assisté à un creusement des inégalités, à la suppression de nombreux dispositifs de régulation économique, au recul des solidarités et des services publics. La menace terroriste est venue remplacer le péril rouge, pour justifier une reprise de la course aux armements et des mesures sécuritaires de plus en plus strictes. Pour en revenir à notre hexagone, le retour de la droite aux affaires en 1993 était logique compte tenu de l'affaiblissement du président, de l'usure de la gauche et de la dégradation de son image dans l'opinion publique. Dans ce contexte, les 47% de Lionel Jospin à l'élection présidentielle de 1995 étaient presque réconfortants. Il y a eu ensuite la dissolution surprise de 1997 et le retour un peu inespéré de la gauche aux affaires. Le bilan du gouvernement de la gauche plurielle de 1997 à 2002 a été à mon sens honorable. La dette publique a été réduite en valeur relative, la couverture maladie universelle a été mise en place, des réformes de société utiles ont vu le jour, le PACS notamment, une lutte énergique contre le dopage dans le sport a été engagée, le chômage a baissé, les lois sur les 35 heures ont été populaires malgré leurs imperfections et le tassement dans L'. Évolution du pouvoir d'achat qu'elles ont entraîné ensuite. Cependant, les privatisations d'entreprises publiques telles que France Télécom, initiées sans trop de remous dans l'opinion sur le moment, portaient en germe de réels reculs sociaux. C'est ainsi que la cote de popularité de ce gouvernement était encore bonne, début 2002. Trop divisée, la gauche n'a cependant pas apprécié suffisamment pendant la campagne la montée en puissance des thèses sécuritaires et identitaires dans l'opinion, portée par le Front National et de façon opportuniste par la droite. Elle s'est probablement montrée trop timorée dans ses propositions pour ménager l'électorat centriste, son candidat allant jusqu'à déclarer « Mon programme n'est pas socialiste ». Elle l'a payé de son absence au deuxième tour des présidentielles, alors que cette élection était gagnable. Le deuxième mandat de Jacques Chirac a vu l'opposition gagner toutes les élections intermédiaires, cantonales, européennes, régionales, tandis que la droite se fourvoyait dans des projets impopulaires tels que le CPE et des déchirements internes illustrés par l'affaire Clearstream. Dans ces conditions,
Tous les espoirs étaient permis pour la gauche en 2007. Le manque d'unité de ses représentants, d'audace et de cohérence de ses propositions, combiné à une redoutable efficacité tactique du candidat de la droite, a conduit à une cruelle désillusion. Flattant ostensiblement l'électorat de l'extrême droite, les milieux d'affaires et les classes les plus aisées, Nicolas Sarkozy a manié dans le même temps un discours démagogique et simpliste qui a pu séduire momentanément une partie de l'électorat flottant. Il a ainsi réussi à se faire élire avec une nette majorité sur la base du programme de gouvernement, le plus réactionnaire que la France ait connu depuis 1945. Profondément déçu et préoccupé de la situation dès le début de l'année 2007, j'ai décidé de m'engager dans le débat pour exprimer mon refus d'une évolution inquiétante à mes yeux, et mes espoirs de perspectives politiques plus conformes à mes convictions. C'est ainsi qu'en apportant périodiquement des contributions à un forum sur Internet, j'ai tenu au fil des semaines et des mois une sorte de journal de réflexion sur l'actualité politique et sociale. Les réponses reçues à ces billets, qu'elles aient été critiques ou approbatrices, m'ont incité à poursuivre cette démarche. Elles m'ont permis de mieux comprendre la situation, suivre attentivement son évolution et affiner ainsi mes analyses. Ce recueil se veut un témoignage modeste mais indigné et résolu de lutte et d'espoir. J'espère que ces quelques graines semées pourront contribuer, ne serait-ce que très peu ou un peu, à la réflexion collective et à la construction d'une perspective politique plus réjouissante que celle que nous subissons aujourd'hui. C'est ma seule ambition, et me sentant à des années-lumière de ceux qui rêvent de se payer une Rolex. De toute façon c'est trop tard, j'ai plus de 50 ans, je ne souhaite en tirer aucun avantage personnel. Si d'aventure il me procure des droits d'auteur, l'intégralité de ceux-ci sera reversée à parts égales au Secours populaire et au Restos du Cœur. Le livre est composé de billets regroupés en 15 chapitres thématiques, couvrant une période de début mars 2007 à début mars 2011. À la fin de chaque billet figure un commentaire qui synthétise les réponses reçues, évoque tel événement postérieur en lien avec le thème abordé et prolonge ainsi la réflexion. Entre chaque billet, j'ai ajouté quelques mots pour esquisser un fil conducteur. Il m'est arrivé de rectifier une erreur matérielle ou de raccourcir certains textes, mais pour l'essentiel, j'ai respecté l'esprit originel de chaque billet. Une cuisante des DEF AITE. Pourquoi commencer par le mauvais souvenir des élections de 2007 ? Parce que cet événement a été le déclic qui m'a poussé à prendre parti. À partir de janvier 2007, la machine UMP, forte d'une minutieuse préparation, s'est mise en route avec l'efficacité d'un rouleau compresseur. On a vite senti que quelque chose clochait à gauche, avec une campagne qui ne parvenait pas à embrayer vraiment. En écrivant au fil des jours les quelques billets qui suivent, je n'avais guère d'illusions sur l'issue qui se profilait, mais il me semblait important de ne pas baisser les bras. Il vaut toujours mieux lutter que subir. La gauche a pourtant de bonnes idées. 7 mars 2007, des écoles plutôt que des bombes. N'en déplaise à la droite, Ségolène Royal a raison quand elle propose d'affecter à l'éducation le coût d'un nouveau dispositif nucléaire. Il ne s'agit pas d'opposer éducation et sécurité. Notre dissuasion nucléaire est déjà suffisante. Pourquoi construire encore à grands frais des armes de mort dont le mieux qui puisse arriver c'est qu'elles ne servent jamais ? La seule réaction reçue à ce premier billet était favorable. Bravo, vous avez tout dit, entièrement d'accord avec vous. Courant 2008, le projet de construction d'un deuxième sous-marin nucléaire a été abandonné en raison du déficit des finances publiques. L'argent économisé n'a donc pas servi à l'éducation. Tandis que l'UMP roule pour les riches. 10 mars 2007, Cercle 2007, une campagne de riches. J'ai reçu une invitation à mon domicile, une invitation à soutenir la campagne de M. Sarkozy, moyennant la modique somme de 4 600 €. Serait-ce un canular ? Mais non. Pour ce prix, vous êtes invité à différents événements de la campagne et à la soirée électorale. J'avoue ne pas avoir une telle somme disponible, et de toute façon, comme je n'ai pas de sympathie pour le programme de l'UMP, ce serait du masochisme. J'en tire néanmoins une conclusion. M. Sarkozy est bien un candidat pour les riches. Parmi les réponses, un internaute déplore la division de la gauche, un autre ironise. Peut-être veut-il acheter un appartement à son juste prix ?
Un troisième approuve la démarche, si vous préférez les candidats traînent savate, les intéressés apprécieront, un autre encore doute que de rumeurs. J'ai bien reçu ce courrier à mon domicile. Il illustre à mon sens une dérive à l'américaine, où les riches contribuent fortement aux campagnes, avec les risques que cela comporte sur l'indépendance des candidats. Voterai-je communiste ? 22 mars 2007 Le dilemme du premier tour. Lorsque la gauche de la gauche s'affaiblit, c'est toute la gauche qui recule. Certains se réjouissent du déclin du Parti communiste. Communisme égale stalinisme, n'est-ce pas ? Pourtant, il serait bon de se souvenir que chaque fois que la gauche a accédé ou participé au pouvoir, à chaque période marquée par des avancées sociales importantes, 1936, 1944 à 1945, 1981 à 1982, la contribution du Parti communiste a été déterminante. Pendant de nombreuses années, ce parti a su fédérer un électorat aujourd'hui tenté par l'abstention ou des solutions sans issue voire dangereuses. Aujourd'hui, la gauche de la gauche est affaiblie et morcelée. Si la gauche est présente au deuxième tour, que se passera-t-il ? M.G. Buffet, J. Beauvais et Desvoinet appelleront sans ambiguïté leurs électeurs à voter pour la candidate socialiste. O. Besancenot et Alaguillet appelleront sans doute à battre la droite mais sans se prononcer aussi clairement, histoire de marquer leur différence. Bref, pas très facile, mais avant il faut déjà passer le premier tour. D'où le dilemme si nous ne voulons pas avoir le 22 avril un nouveau 21 avril. Si la candidate socialiste a au moins 4 à 5 points d'avance dans les derniers sondages sur le candidat placé troisième, je m'autoriserai un vote pour Madame Buffet. Si tel n'est pas le cas, je voterai pour Madame Royal. Je ne parlerai pas de vote utile, mais de vote nécessaire. Il me semble que tous les électeurs qui souhaitent la victoire d'une gauche bien à gauche devraient se poser la question. J'ai finalement voté pour Madame Buffet au premier tour. Le candidat UMP affiche la couleur sans complexe. 8 avril 2007 Les dérapages calculés du Pinocchio de la droite. Depuis que M. Sarkozy a menti effrontément à propos de Madame Royal, et M. Bayrou, je m'autorise à l'affubler du sobriquet de Pinocchio. Si on récapitule quelques-uns de ces dérapages et provocations simplement au cours des 15 derniers mois, on ne peut qu'être inquiet. En octobre 2006, il critique le laxisme des juges. Il connaît pourtant les conditions difficiles de fonctionnement du tribunal de Bobigny et le manque de moyens de la justice, mais peu importe. L'important est de susciter la polémique et de faire diversion sur les vraies responsabilités, les siennes. Le 18 mars 2007, il menace de virer la direction de France 3 s'il est élu. Il déclare que l'émission France-Europe Express, à laquelle il va participer l'aime. Que n'auraient pas dit tous les médias qui l'encensent si un autre candidat s'était permis de tels écarts de langage. Courant mars, à une émission de France Inter, il déclare sèchement « Vous êtes la porte-parole de Ségolène Royal ?» à une journaliste de France Inter qui avait osé objecter que la candidate socialiste n'avait pas tenu exactement les propos qu'il lui prêtait. La semaine dernière, il déclare que la pédophilie a selon lui une origine génétique. C'est absurde, ça provoque la consternation des scientifiques compétents en la matière, mais ça flatte une partie de l'opinion. Courant 2006, il tente, sans succès, heureusement, d'introduire par la loi un dépistage des délinquants dès l'école maternelle. La bravitude de Madame Royal, abondamment exploitée par les médias, est une peccadille à côté de ces dérapages méthodiquement, cyniquement calculés. Le danger de cette méthode, c'est qu'elle détourne l'attention de l'opinion des questions de fond à propos desquelles la droite, comme à son habitude, avance masquée. Il est encore temps de lui barrer la route. Le maintien d'un climat de tension, le clivage permanent entre les citoyens et la démagogie sont le fonds de commerce de cette droite. Et se révèle un excellent tartuffe. 12 avril 2007 Sarkozy, protecteur des gens honnêtes ? Bof. L'Élysée et M. Sarkozy protestent avec indignation contre les affirmations contenues dans le Canard enchaîné de cette semaine selon lesquelles un accord aurait été passé entre l'actuel président et le candidat de l'UMP. Soutien du premier contre engagement du second, s'il est élu, de faire avorter des affaires judiciaires en cours pouvant atteindre M. Chirac. Dans un autre registre, M. Tapie,
la Girouette espère grâce à son soutien au candidat de l'UMP que ses démêlés judiciaires avec l'ancien Crédit Lyonnais s'arrangeront à son avantage et que les dizaines ou centaines de millions d'euros qu'il réclame, au fait ça fait combien de milliers d'années de SMIC, rentreront dans sa poche. Monsieur Sarkozy a menti quand il a reproché à Madame Royal et Monsieur Bayrou de soutenir les fraudeurs. Il ment encore lorsqu'il se déclare le protecteur des gens honnêtes. Il faut démasquer cette supercherie en votant à gauche. En 2010, l'UMP s'engage à verser 1,7 million d'euros à la ville de Paris pour la dédommager dans l'affaire des emplois fictifs. Monsieur Tapie, lui, a opportunément profité d'une procédure exceptionnelle d'arbitrage pour récupérer 210 millions d'euros après apurement de ses dettes, ce qui a coûté aux contribuables la modique somme de 380 millions. Le PS, un peu aux abois, s'interroge sur ses alliances. 14 avril 2007, la proposition de M. Rocard. J'ai de l'estime pour M. Rocard bien que je ne partage pas toutes ses positions. Lors de son passage à Matignon, il a négocié un accord intelligent en Nouvelle-Calédonie alors que la droite s'était embourbée dans cette affaire avec la tuerie d'UVA. Il a mis en place le RMI qui, malgré toutes ses imperfections, est une mesure de justice sociale. Son bilan a été à mon sens honorable, et je pense même que son départ en 1991 était immérité. Cela dit, je ne crois pas qu'une alliance au premier tour entre Madame Royal et Monsieur Bayrou serait le meilleur moyen de barrer la route à Monsieur Sarkozy. Dans cette situation mouvante et incertaine, je crains que toute négociation hâtive n'apparaisse comme une marque de panique et un replâtrage sans consistance qui troublerait encore plus les électeurs. Il ne faut pas confondre à mon sens le premier et le deuxième tour. Le meilleur moyen de barrer la route à Monsieur Sarkozy, c'est que chacun reste sur ses valeurs au premier tour pour faire le plein de ses électeurs. Ensuite viendra le temps d'un rassemblement républicain. Je le dis tout net, je souhaite ardemment la victoire de la gauche, mais si Monsieur Bayrou était opposé au deuxième tour à Monsieur Sarkozy, je voterais pour le premier, sans enthousiasme mais sans état d'âme. Si les électeurs de Monsieur Bayrou font de même dans l'hypothèse inverse, tout est possible. Les deux réactions reçues illustrent bien ce qui s'est passé au deuxième tour. Pour ma part, je voterai Bayrou au premier tour et Blanc au deuxième, parce que je ne veux plus cautionner ce système de droite-gauche imbécile et que les deux candidats institutionnels me semblent dangereux chacun à leur manière. Le centre de gravité du MoDem n'est pas franchement à gauche. Vous ne serez sans doute pas le seul, mais Sœur sera au second tour. Par contre, que vont faire les votants supporters de Bayrou ? Voter pour Sarko ou pour Ségaud ? Ils n'ont pas tous voté Ségaud, c'est clair. Tandis que son adversaire UMP joue la provocation. 15 avril 2007, les raisons de barrer la route au Pinocchio de la droite. Monsieur Sarkozy n'a décidément pas à mon sens les qualités requises pour le poste de président de la République, mais il en a d'autres. Bonimenteur. Grossier. Égotiste. Violent. Il voulait par exemple voir les instigateurs de l'affaire Clearstream pendus à un croc de boucher. Intolérant. Il veut virer la direction de France 3 et insulte les journalistes de Libé. Cynique. Démagogue. Réactionnaire. Veut contourner la volonté du peuple français d'avoir une constitution européenne plus sociale, et non marquée du sceau de la dictature du marché. Courtise l'électorat du Front National. Outrancièrement atlantiste. Prêt à entraîner la France dans des aventures s'il estime que c'est bon pour son pouvoir. Déjà décrié dans de nombreux journaux étrangers. Excite les haines au lieu de rassembler. Fait du vent, mais sa politique sécuritaire ne fait qu'augmenter la violence et le sentiment d'insécurité. Un responsable UMP aurait dit en privé qu'élire ce monsieur équivalait à organiser un barbecue en plein été au sommet de l'Estérel. Tout cela doit vraiment faire réfléchir les électeurs. Ne nous laissons pas berner par les sondages, ce danger public peut être écarté. Les réactions à ce billet véhément ont été nombreuses et contrastées. Le bilan de cette présidence ne conduit pas, à mon sens, à modifier ce billet. Tout en multipliant les promesses à son électorat de droite. 21 avril 2007, les promesses de M. Sarkozy. Lors de l'émission Questions ouvertes à France 2 le 18 avril dernier, M. Sarkozy a récapitulé la plupart de ses engagements de campagne.
Baisser les impôts. Quand on lui demande comment avec moins de ressources il protégera comme il le dit les Français les plus défavorisés, il répond : il faut que ceux qui veulent créer des entreprises viennent en France. C'est la vieille recette du dumping fiscal. Revenir sur les 35 heures qui ont été selon lui une régression sociale. Légiférer avant la fin 2007 pour instaurer un service minimum dans les transports en commun. Pas de régularisation des sans-papiers. Il en profite au passage pour déformer grossièrement les propositions de Madame Royal sur ce point. Protéger les Français contre les délocalisations. Comment va-t-il s'y prendre? Il ne le dit pas. Mettre fin à l'assistanat. Un chômeur qui refuse 2 offres d'emploi correspondant à ses capacités, formule bien vague et qui ne dit rien sur le salaire, sera privé d'indemnisation. Évidemment, alourdir les sanctions contre les multirécidivistes. Ça, c'est facile et ça marche toujours auprès des électeurs. En résumé, cela fait un concentré de traditionnelles mesures réactionnaires et de régression sociale, à combattre absolument par un vote de gauche massif demain et le 6 mai. Les réactions à ce billet, bien que défavorables dans l'ensemble, sont intéressantes. La régression sociale sera grâce aux socialos quand une bonne partie des chefs d'entreprise iront émigrer ailleurs. Les socialos n'auront qu'à vous trouver du boulot, mais je présume que vous devez être bien au chaud dans la fonction publique, mais qui vous payera? Les sans-papiers, les érémistes, ou que sais-je? C'est bien connu, la gauche ne sait pas gérer et fait fuir les entreprises. Son électorat est composé de fonctionnaires et d'assistés. C'est évidemment faux. La gauche a déjà fait la preuve de ses capacités de gestion et de son aptitude à rassembler largement à différents moments de l'histoire. Quelle audace que d'appeler à voter pour le PS qui s'est partagé le pouvoir avec la droite, pour le plus grand malheur du prolétariat. Si vous êtes objectif, les socialistes sont même les initiateurs des pires régressions. CSG, précarité, TUC, SIVP, C, budget global de l'hôpital, privatisation, signature du traité de Maastricht, annualisation du temps de travail, travail de nuit des femmes dans l'industrie, des remboursements de médicaments. Certaines des mesures prises par des gouvernements de gauche sont effectivement discutables, mais cette critique frontale et sans nuance me semble excessive et caricaturale. Il fera ce qu'il a dit au contraire des autres candidats. Ses défauts pour vous deviendront des qualités dans sa fonction suprême. Toutes ces promesses ont été effectivement mises en œuvre ou engagées, à l'exception de 2, la protection des plus défavorisés, leur sort s'est plutôt aggravé, et la lutte contre les délocalisations, elles ont bien sûr continué. Cette détermination droitière séduit ses électeurs. 21 avril 2007 Sarkozy l'homme de fer. Certains internautes de droite donnent avec admiration et espoir le surnom d'homme de fer à M. Sarkozy. C'est à mon sens un aveu non équivoque de l'état d'esprit dans lequel la droite de M. Sarkozy aborde cette élection. L'autoritarisme et la ferme volonté d'une rupture dans le sens de la réaction la plus dure et la plus démagogique. Pour mémoire, le surnom de Dame de Fer avait été donné à Madame Thatcher au Royaume-Uni. On voit encore aujourd'hui dans cet état les ravages provoqués par ces privatisations brutales et massives qui ont simplement servi à enrichir une minorité de possédants. Le réseau ferré britannique souffre d'un grave manque d'entretien, les accidents se multiplient, les usagers se plaignent des tarifs élevés, des incohérences entre les différentes compagnies et des nombreux dysfonctionnements. Madame Thatcher, c'était aussi la répression brutale et impitoyable de la grève des mineurs, l'intransigeance absolue face à la grève de la faim des nationalistes irlandais qui a conduit à la mort de plusieurs d'entre eux. A-t-elle pour autant résolu la question irlandaise? Non, bien sûr. Seule la patience et l'obstination d'hommes de bonne volonté comme Bill Clinton, Tony Blair, Gerry Adams, Ian Paisley, oui, même lui, ont permis d'engager enfin des réformes prometteuses. Les méthodes autoritaires et sectaires ne sont jamais la solution de questions politiques complexes. À long terme, c'est toujours le courage, l'intelligence et le cœur qui produisent les bonnes solutions. C'est pourquoi il faut absolument faire barrage à cet homme de fer, demain et le 6 mai. J'ai retenu cette réaction. Tony Blair a bénéficié de l'assainissement de l'économie fait par Madame Thatcher. Le sale boulot, à un moment où celle-ci était en train de sombrer. Sans la politique antérieure, M. Blair qui a fait effectivement un bon travail, n'aurait pas les résultats qu'il peut afficher aujourd'hui. Cet assainissement de l'économie,
s'est traduit par une dégradation sans précédent des services publics et des conditions de vie des plus défavorisés. Quant à M. Blair, il a ensuite mal tourné en se muant en un va-t-en-guerre illuminé. La candidate du PS parle d'éducation, d'emploi et de sécurité. 21 avril 2007 Les engagements de Madame Royal. Le 19 avril dernier sur France 2, c'était au tour de Madame Royal de présenter quelques-uns de ses engagements de campagne à l'émission Questions ouvertes. En direction des jeunes et notamment ceux des quartiers en difficulté, elle propose des moyens accrus pour l'éducation, alors que la droite veut supprimer des postes et fermer des classes. Des dispositifs concrets d'accès à l'emploi, en faisant remarquer à juste titre qu'au-delà de la répression nécessaire, c'est l'emploi qui constitue le meilleur rempart contre la délinquance. En matière de justice, les premiers délits seront systématiquement sanctionnés pour éviter les dérives vers les multirécidives. La grosse différence avec la politique prônée par la droite, c'est que ce volet répressif s'inscrit dans un plan d'ensemble cohérent incluant l'économique et le social. Madame Royal s'est en outre engagée à préserver la sécurité sociale que M. Sarkozy veut continuer à démanteler doucement avec son ticket modérateur sur les consultations médicales. Madame Veil, qui le soutient, avait déjà inventé ça voilà 20 ans. En conclusion, elle a invité les électeurs à l'audace. Puisse le vote de gauche répondre massivement à cet appel demain, et le 6 mai. Une réaction critique. Madame Royal dit qu'il faut de l'emploi. On est tous d'accord, mais comment fait-elle pour créer plus d'emplois? D'un point de vue économique, son programme reste très léger. Et sans progrès économique, vous ne pourrez pas obtenir de progrès social. L'UMP et M. Sarkozy ont bien réussi durant la campagne à ancrer l'idée que la gauche, c'est l'inflation, les déficits et la fuite des entreprises. En fait de rigueur gestionnaire, cette présidence s'est traduite par une explosion des déficits dus bien sûr à la crise mais aussi à la poursuite des cadeaux fiscaux. La grande bourgeoisie a déjà choisi son camp. 21 avril 2007 Le soutien de VGE. Monsieur Giscard d'Estaing s'est positionné en faveur de Monsieur Sarkozy. Est-ce une surprise de la part d'un monsieur qui vient de l'UDF et prétendait gouverner au centre? Pas du tout. Il y a tout d'abord une explication personnelle. Monsieur Giscard d'Estaing n'est pas fâché de jouer un mauvais tour à son vieil ennemi, Monsieur Chirac, dont l'inimitié avec Monsieur Sarkozy, malgré un soutien du bout des lèvres, n'est pas un secret. Il y a aussi des raisons moins anecdotiques. En bon représentant de la grande bourgeoisie, Monsieur Giscard d'Estaing sait que Monsieur Sarkozy sera le meilleur serviteur des intérêts de sa classe. Grande bourgeoise elle aussi, Madame Chirac ne s'y est pas trompée non plus et a mis de côté ses rancunes passées. Pour Monsieur Giscard d'Estaing, Monsieur Sarkozy représente le candidat le plus sûr pour imposer, de façon détournée et peu démocratique, bien sûr, le projet de constitution européenne ultralibérale rédigé par la commission qu'il présidait. Quelle occasion rêvée d'inscrire dans le marbre d'une constitution la primauté de la loi de la concurrence et du profit sur toute volonté politique et sociale. Cette loi d'airain s'imposerait pour longtemps aux générations à venir. C'est notamment pour conjurer ce péril qu'un vote de gauche est nécessaire demain, et le 6 mai. Le traité européen, copie conforme à 90% du traité constitutionnel rejeté par 55% des Français, a été adopté à la sauvette par le Parlement français en février 2008. Près de 200 parlementaires, de gauche pour la plupart, ont voté contre la modification constitutionnelle préalable à cette adoption. Et le candidat UMP promet encore. 28 avril 2007 Les promesses et les actes. Monsieur Sarkozy promet beaucoup, et dit qu'il fera ce qu'il dit s'il est élu. Pour certaines choses on peut lui faire confiance, baisse des impôts et des charges, politique plus répressive, service minimum dans les transports publics, démantèlement des 35 heures. Pour les rares promesses sociales, salaire d'accompagnement de personnes en fin de vie, revalorisation des retraites, on ne peut qu'être dubitatif compte tenu de l'état catastrophique des finances publiques dont la plus grande responsabilité incombe à la droite. Pour M. Sarkozy ce n'est sans doute pas très grave. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Pour la revalorisation des retraites, on a eu droit en février 2008, à un mois des élections municipales, à l'annonce d'une augmentation de 25% du minimum vieillesse en 5 ans. Compte tenu des incertitudes sur l'inflation, le gain pourrait être assez modeste.
Pour l'accompagnement des personnes en fin de vie, les annonces se font attendre, à part les douloureuses franchises médicales mises en œuvre en janvier 2008 et censées financer la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Les malades payent pour les plus malades, c'est la solidarité vue par la droite. Tout en rajoutant une couche de provocation. 29 avril 2007 Pinocchio à la rencontre des Français. Un article récent sur un déplacement électoral du candidat de la droite était intitulé « Sarkozy à la rencontre de la France qui paye ». Serait-il allé à la rencontre des Français qui payent pour les parachutes dorés des grands patrons, les licenciements boursiers, la baisse des budgets sociaux, la ghettoisation de nombreuses banlieues, l'insuffisance des logements sociaux, la précarisation de l'emploi? Mais non, ne rêvons pas. Il a simplement opposé ceux qui se lèvent tôt, aux fainéants et assistés, pour le plus grand profit de sa campagne démagogique. Il n'y a décidément rien à attendre de ce chef de clan sans scrupules. C'est une constante dans le discours de la droite au pouvoir d'opposer les Français entre eux. Ainsi, dans le énième plan banlieue présenté en février 2008, on oppose les jeunes qui veulent s'en sortir et se lever tôt aux voyous, on déclare une guerre totale à ces derniers et on annonce des internats réservés aux meilleurs élèves. C'est la méthode de gouvernement bien connue, diviser pour régner. Le but poursuivi n'est pas tant de trouver des solutions efficaces et justes, que de gagner des voix aux élections. Ça devient dur pour la gauche. 1er mai 2007 Impossible n'est pas français. Tous les instituts de sondage donnent imperturbablement M. Sarkozy vainqueur au deuxième tour depuis 3 mois. Les sondages du premier tour se sont avérés relativement proches des résultats réels. Avec la constance et la finesse d'un rouleau compresseur, la droite martèle que son programme est précis et cohérent tandis que celui de Madame Royale serait flou et fluctuant. D'un côté le solide et le sérieux, de l'autre l'amateurisme et l'improvisation. Pour autant, le résultat est-il déjà acquis? Non bien sûr. Beaucoup d'électeurs s'interrogent encore. Le débat de demain sera important. Le choix se situe entre une rupture, en fait une société individualiste, brutale, inégalitaire, oublieuse de son passé, et un réformisme concerté, équilibré et juste. La gauche est au moins aussi compétente que la droite pour gérer les affaires du pays. Elle saura mieux que la droite être à l'écoute des aspirations des citoyens et fédérer les différentes sensibilités pour mener à bien les évolutions nécessaires. Elle saura mieux conjuguer dynamisme économique, progrès social, respect de l'environnement et bonne gestion des finances publiques. Tout est encore possible d'ici dimanche. Dans cette campagne, les arguments rationnels ne suffisaient pas. Ce n'est pas tant le contenu des programmes qui a fait la différence, que la capacité à créer une dynamique. Avec des slogans démagogiques mais simples tels que « Travailler plus pour gagner plus »,« Je suis du côté des honnêtes gens, de ceux qui se lèvent tôt »,« Je serai le président du pouvoir d'achat »,« Il faut défendre les victimes et non les voyous », etc. Le candidat UMP a su convaincre le temps d'une élection au-delà de son camp. Peut-être par manque de préparation et d'audace idéologique, la gauche s'est retrouvée le plus souvent en position défensive. Le Premier ministre, François Fillon, le confirme dans un propos tenu en mai 2008. Nous avons emmené les Français sur le terrain idéologique que nous souhaitions. Et il faut se faire une raison. 6 mai 2007, la démocratie va décider. Quel que soit le résultat de ce soir, il s'imposera à tous. Que les gagnants, quels qu'ils soient, ne soient pas arrogants et comprennent qu'on ne peut gouverner un pays en s'appuyant sur la moitié seulement de ses citoyens. Quel que soit le résultat, le débat démocratique continuera et il y aura d'autres échéances. Pour ma part, je continuerai à rêver, lutter et espérer. Je dis rêver car une société pacifique, tolérante, ouverte, juste, fraternelle et tournée vers le progrès relève un peu de l'utopie. Je dis lutter et espérer car ce sont les utopies qui font avancer le monde. Bon vote à tous. Vive la démocratie. Les réactions à ce billet étaient plutôt sympathiques. Rêver, lutter et espérer, c'est à mon avis ce qui donne du sens à l'action politique. Il faut toutefois rajouter un verbe, construire. La droite repart immédiatement en campagne pour les législatives. 20 mai 2007, le battage médiatique continue. Le nouveau gouvernement a un seul objectif à court terme, gagner les élections législatives.
Pour cela, il utilise les techniques de marketing qui ont si bien réussi à M. Sarkozy durant la campagne présidentielle. Prendre les valeurs de l'adversaire pour mieux les pervertir, organiser des apparitions médiatiques soigneusement étudiées, frapper l'opinion par des formules chocs, peu important qu'elles soient creuses ou mensongères. M. Sarkozy se rend à Toulouse pour rencontrer les syndicats d'Airbus. A-t-il annoncé un infléchissement du plan de suppression de 10 000 emplois ? Non, bien sûr. Pendant la campagne, cet adepte du parler vrai avait dit qu'il valait mieux subventionner directement Airbus que Latécoère à propos du site de Méholt. Il ne dit plus la même chose aujourd'hui. M. Fillon et M. Sarkozy font passer pour de l'ouverture quelques débauchages individuels. Ont-ils pour autant repris à leur compte une seule des propositions de la gauche ? Évidemment non, puisqu'il ne s'agit que d'une agitation médiatique. Encore une remarque. On nous parle de parité homme-femme dans le nouveau gouvernement. Si je compte bien, 7 femmes sur 21 ministres et secrétaires d'État, ça fait un tiers. Bah. Comme disait César dans le film de Pagnol à propos d'une recette d'apéritif, ça dépend peut-être de la grosseur des tiers. Après quelques mois d'état de grâce, les illusions se sont rapidement dissipées. Les suppressions d'emplois à Airbus ont été maintenues, le site de Méholt a été fermé et non vendu à Latécoère. Quant à la prétendue parité homme-femme au gouvernement, elle a carrément volé en éclats lors du remaniement de juin 2009. Finalement, c'est une défaite moins lourde que prévue pour la gauche. 18 juin 2007, un groupe communiste à l'Assemblée. Une défaite reste une défaite même si elle est moins amère qu'annoncée. Cela dit, la gauche a commencé à relever la tête hier. Le PS a augmenté le nombre de ses députés et le PCF, que l'on disait condamné à la disparition, est en passe de conserver un groupe parlementaire. Ironie de l'histoire, Noël Mamère, qui avait ravi en son temps la mairie de Bègle au PCF en ratissant sans trop de scrupules sur sa droite, accepte la main tendue de Marie-Georges Buffet. Allons, ne soyons pas rancuniers, s'il peut en sortir un renforcement et un enrichissement de l'opposition parlementaire de gauche, tant mieux. Je ne peux m'empêcher de citer une phrase du Monde d'hier. Le PCF aura bien du mal à préserver au mieux 12 sièges, on connaît la suite. Que ceux qui rêvent d'une disparition s'arment de patience, ce n'était pas encore pour cette fois. Quelques réactions étaient favorables et d'autres négatives. Pour ces dernières, les arguments sont assez classiques. Le communisme maintient son électorat par l'assistanat, sorte de sophisme qui inverse volontairement la cause, la dureté de la société libérale et les faits, le besoin de solidarité envers les catégories les plus défavorisées. Le PC a des députés car le PS l'aide, comme si la discipline républicaine au deuxième tour ne jouait pas aussi dans l'autre sens. La disparition progressive du PC est inéluctable, dans l'histoire rien n'est jamais écrit d'avance. Le communisme c'est comme le fascisme, c'est l'absence de liberté. De nombreux communistes sont pourtant morts pour la liberté dans le combat antifasciste. 2. Le discours de la droite au pouvoir. Revenons un instant à l'élection de 2007. Comment la droite a-t-elle pu gagner aussi nettement, malgré le bilan assez médiocre du précédent quinquennat ? Le sens tactique, l'énergie et la détermination du candidat UMP face à une gauche divisée et parfois hésitante ont certes joué un rôle important. Cependant, au-delà des facteurs personnels, le discours de la droite a pu sembler plus cohérent, prometteur et convaincant. Par une sorte d'habile mystification, de vieilles idées rétrogrades ont été réunies dans un programme dit de rupture, et le temps d'une élection ça a marché. C'est cette construction idéologique qu'il convient de bien comprendre pour mieux la dénoncer. Règle numéro 1, baisser les impôts et les charges. 9 mars 2007, les vieilles recettes de la droite. Décidément, la rupture de droite c'est toujours pareil. Le financement du déficit de la sécurité sociale par les seuls assurés, les employeurs sont épargnés. La baisse des impôts pour les plus riches et cerise sur le gâteau, un ministère de l'immigration qui fleure bon, eux non pas bon le pétonisme. Non merci. Ce programme a été effectivement mis en œuvre dès les premiers mois de la présidence Sarkozy avec le paquet fiscal, les franchises médicales et les objectifs chiffrés d'expulsion. Pour libérer les forces productives. 14 mars 2007, les vieilles recettes de la droite, suite. Monsieur Sarkozy veut baisser les impôts pour libérer les forces productives.
C'est ce qui créera de l'emploi et compensera le déficit créé par ces baisses. Vieille rengaine de la droite depuis un siècle. L'impôt sur le revenu a été créé en 1913 après des années d'obstruction farouche de la droite. Tout ça n'est pas nouveau. C'est toujours la même mystification. D'abord, on nous dit que les impôts diminuent mais les impôts locaux ne cessent d'augmenter par un jeu de vases communicants. Ensuite, on peut se demander pourquoi le déficit et la dette se creusent alors que les sociétés du CAC 40 font 100 milliards d'euros de bénéfices en 2006. Encore des vases communicants ? Une réaction critique. La démagogie est la seule chose qui ne sera jamais taxée en France, et c'est bien dommage. Évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser intégralement les bénéfices du privé pour financer les déficits publics, ce serait irréaliste. Les bénéfices sont nécessaires s'ils servent à investir pour l'avenir, et à rémunérer raisonnablement les capitaux investis par les actionnaires. Ils deviennent choquants lorsque l'objectif premier de l'entreprise devient la rémunération maximale de l'actionnaire, au détriment de l'investissement productif ou même de l'intérêt général. C'est pourquoi une taxation supplémentaire ne serait pas démagogique à mon sens. La part des profits dans la valeur ajoutée a augmenté de près de 10 points au cours de ces 20 dernières années, ça ne ferait donc que corriger un peu ce déséquilibre. Règle numéro 2. Encourager la vindicte populaire. 14 avril 2007 Racaille. Voici la définition du mot racaille dans le Petit Robert, populace méprisable. Populace bas peuple. Voilà ce que pense M. Sarkozy d'une partie de ses concitoyens. Il a employé ce mot à plusieurs reprises. Hier encore à Meaux il a recommencé. Il connaît très bien la portée des mots qu'il utilise, et ce n'est pas du tout un dérapage de sa part. Qu'on ne s'y trompe pas, je n'ai aucune complaisance envers les délinquants et les casseurs, ils doivent être sanctionnés. La gauche n'a jamais dit autre chose d'ailleurs, ce serait totalement irresponsable. Je dis simplement que s'il mérite une juste sanction, tout délinquant reste un être humain qui a droit au respect et à la dignité. Toute société qui oublie cela, régresse vers la barbarie. Je comprends l'émotion et l'exaspération de personnes qui subissent la violence. Ce que je n'accepte pas, c'est l'utilisation démagogique qu'en font certains responsables politiques, notamment M. Sarkozy. Comment ce monsieur peut-il prétendre rassembler les Français en se conduisant ainsi ? Il ne fera que diviser et tromper les gens s'il est élu. Il est encore temps de lui barrer la route. Les réactions qui suivent sont bien représentatives de l'idéologie actuelle d'une partie importante de la droite. Vous avez raison. Le délinquant est un être humain mais notre respect à son adresse en devient tout relatif en raison de ses actes. Pour ce qui est de sa dignité, il la perd dès lors qu'il la compromet. Sans être radical, les mots employés doivent être conformes aux individus nommés et c'est le cas. Mais ce sont effectivement des racailles, nous sommes beaucoup à le penser. Quand ces racailles exécutent une jeune ou une petite vieille, allez voir s'ils ont du respect ou de la dignité. On peut très bien punir des gens en respectant leur dignité. Le but de la justice, ce n'est pas venger ou humilier, c'est réparer et amender. Ça fait une grosse différence. Règle numéro 3. Remettre en cause les acquis sociaux sous couvert de morale. 30 avril 2007 mai 1968. Lors de son meeting à Bercy hier, M. Sarkozy a violemment attaqué les héritiers de mai 68. Avec le recul, certains slogans de cette époque comme par exemple « Il est interdit d'interdire » ou « Élection piège assez » apparaissent évidemment très contestables. Cependant, on ne peut nier que ce mouvement, malgré ses excès et ses contradictions, a eu des conséquences positives sur les plans social et sociétal. Accord de Grenelle, création du SMIC à la place du SMIG, majorité à 18 ans reconnue par la droite quelques années plus tard, promotion sans précédent des droits des femmes, reconnaissance des syndicats dans les entreprises, etc. En bon représentant de la droite la plus réactionnaire, M. Sarkozy voudrait bien revenir sur certains de ses acquis. Alors 40 ans après, il charge de tous les maux cette période avec l'équation simpliste, gauche égale laxisme égale décadence morale. C'est faux bien sûr, mais si les sondeurs pensent que ça peut faire gagner des voix, on n'est pas à un mensonge près. Il faut vraiment dénoncer cette imposture dimanche prochain. Les réactions reçues à ce billet étaient dans l'ensemble favorables, ce qui montre, n'en déplaise au président, que mai 68 reste globalement un événement positif dans la mémoire collective de nombreux citoyens.
Les sondages publiés par la presse en mai 2008 allaient dans le même sens. Et gommer de l'histoire tout ce qui dérange. 1er mai 2007 liquidé, c'est publié l'histoire lors de son meeting à Bercy. Dimanche, M. Sarkozy a dit qu'il fallait liquider l'héritage de mai 68. Interrogé hier sur France Info, son ami M. Copé s'est efforcé de tenir cette position en essayant d'arrondir un peu les angles et en promettant de ne pas toucher aux acquis sociaux des années 60 et 70. En se livrant à cette gesticulation, M. Copé a eu un cri du cœur. « Que voulez-vous ? J'avais 4 ans en 1968, je ne suis pas un enfant de l'après-guerre. » Qu'il y ait un changement de génération dans le personnel politique, c'est normal et c'est plutôt sain dans le principe. Que les nouveaux prétendants veuillent liquider les acquis de périodes historiques importantes, voire majeures pour la libération, c'est plus inquiétant. Pendant 2 générations, la droite qui s'était pour une grande part compromise avec le fascisme pendant la guerre s'est voulue plus ou moins modérée. Elle oublie aujourd'hui cette retenue, ses complexes comme le disent ses dirigeants actuels, et retrouve peu à peu ses vieux démons des années 30, xénophobie, égoïsme de classe travesti d'accent populiste. La rupture de M. Sarkozy pourrait être, si nous n'y prenons garde, la prémisse d'une révolution nationale de sinistre mémoire. Avant le vote de dimanche, les Français seraient bien inspirés de méditer cette phrase. Malheur à ceux qui ne se souviennent pas de leur histoire, ils sont condamnés à la revivre. Nous n'en sommes pas là, mais de glissement en glissement, tous les retours en arrière sont hélas possibles si l'on n'y prend pas garde. Le ventre est encore fécond. Règle numéro 4, avancer masqué en jouant sur les mots. 14 juillet 2007, la perversion des mots. Monsieur Sarkozy et ses comparses ont l'art de capter les mots et les idées, pour en pervertir la signification et les retourner dans le sens de leur idéologie. Ainsi on qualifie de rupture des pratiques de débauchage au centre-gauche déjà menées par M. Giscard d'Estaing voilà plus de 30 ans auprès des radicaux de gauche. L'ouverture consiste en fait à contourner le Parlement pour mettre en place une commission présidentielle comprenant 1 ou 2 cautions de gauche. Madame Lagarde, digne élève de son maître, n'est pas en reste. Elle ose qualifier de modernité la quasi-suppression de l'impôt sur la fortune et les autres cadeaux fiscaux faits aux plus riches, alors que la droite ne rêve avec ces mesures que de revenir à la belle époque du XIXe siècle avec le slogan du Deuxième Empire, « Enrichissez-vous ». La défiscalisation des heures supplémentaires répondrait au souhait de liberté, comme si les salariés décidaient eux-mêmes de leur plan de charge, comme s'ils avaient en pratique le choix lorsqu'on leur demande de travailler plus et de meilleurs salaires, comme si remplacer un salaire différé par un salaire immédiat était vraiment la solution. Ne nous laissons pas abuser. Derrière l'habileté et le culot, il y a la réalité d'une politique douce pour les plus favorisés et dure pour les plus modestes. L'ennui, c'est que les gens finissent un jour par se rendre compte que la réalité qu'ils vivent ne correspond pas aux annonces du pouvoir. Alors, l'habileté tactique de ce dernier apparaît pour ce qu'elle est, une vieille politique politicienne. Règle numéro 5, tout justifier, y compris les injustices, par la responsabilité individuelle. 15 juillet 2007, réponse à Cigale et Fourmi. Vous avez un peu raison dans votre éloge de ceux qui parviennent par leur travail à s'enrichir et transmettre un patrimoine significatif, mais un peu seulement à mon sens. 1. Si vous prenez au départ 2 personnes au SMIC, la probabilité que l'une d'elles finisse avec une résidence secondaire et un logement de rapport est faible. 2. Il est normal de rebattre les cartes à chaque génération, avec des nuances bien sûr, car autrement on fiche des différences de classe quasi insurmontables. C'est négatif pour le dynamisme d'une société. 3. Attention au dumping fiscal, vous trouverez toujours des partisans de nouvelles baisses. Ça peut mener à un réel appauvrissement collectif. 4. Ceux dont les idées et les actes sont les plus bénéfiques ne sont pas toujours les mieux payés. En euros d'aujourd'hui, combien faudrait-il payer Pasteur, Marie Curie, Copernic ? Bien plus que Zidane, Johnny Hallyday ou Noël Forgeard bien sûr. En fait, leur œuvre n'a pas de prix. Qui a plus de mérite, Bill Gates ou l'abbé Pierre ? Il n'y a pas de réponse. Le but d'une vie, encore plus que l'argent, c'est son utilité à mon sens. C'est la 4e limite que je vois à votre raisonnement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.